Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un Mali où chaque enfant bénéficie de tous ses droits, c'est la vision de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dans notre pays. Santé, éducation, nutrition et protection, autant de droits fondamentaux sur lesquels des avancées sont enregistrées, même si les défis à relever restent nombreux selon le rapport sur la situation des enfants du Mali présenté en juin dernier. De droits de l'enfant, nous parlons ce soir avec un accent particulier sur le droit à l'éducation dans un contexte de rentrée scolaire quelque peu perturbé par les inondations cette année. La reprise est en vue. Pierre Ngom, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le représentant de l'UNICEF au Mali. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour cette invitation. Nous vous souhaitons donc une nouvelle fois la bienvenue chez vous à l'ORTM, puisque vous avez de solides relations de partenariat quand même avec nous. Comment est-ce que vous les évaluez à la date d'aujourd'hui? Le partenariat entre l'UNICEF et l'ORTM date de longtemps. Il évolue dans le bon sens. Je crois que nous travaillons ensemble non seulement ici à Bamako, mais aussi dans tous vos bureaux de l'intérieur. C'est vraiment une très bonne collaboration. En tout cas, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir, monsieur le représentant. Vous avez publié donc un rapport sur la situation des enfants au Mali en juin dernier. À cette occasion, vous aviez noté des progrès, même si on était loin du compte à vos yeux. Alors, y a-t-il plus de motifs de satisfaction que d'inquiétude à la date d'aujourd'hui? Je crois que nous devons regarder la situation des enfants avec un œil un peu équilibré, je dirais. Il y a eu d'importants progrès, par exemple dans la survie de l'enfant. Les taux de mortalité infantile depuis les années 60 ont baissé d'une façon significative. Beaucoup plus d'enfants aujourd'hui vont à l'école qu'il y a de cela une décennie ou deux. Et en plus, la vaccination aussi a fait un grand progrès dans ce pays. Quels que soient les indicateurs que vous regardez, il y a eu des progrès, il n'y a pas eu de régression. Le problème se trouve dans les objectifs qui ne sont pas toujours atteints à l'horizon attendu. Par exemple, si vous regardez les objectifs de développement durable pour les enfants, ces objectifs, c'est pas vraiment dans la bonne direction, mais il faut louer vraiment le travail du gouvernement qui ne ménage aucun effort pour faire de telle sorte que les enfants se portent bien. Donc, même si les objectifs ne sont pas atteints à l'échéance prévue, vous estimez qu'on est dans la bonne direction? Je crois qu'on est dans la bonne direction et les efforts sont là, qui peuvent être mesurés, que ce soit la couverture des infrastructures scolaires, sanitaires. Je crois que les efforts sont vraiment alloués. Alors, s'il y a des raisons pour l'UNICEF aujourd'hui de se préoccuper par rapport à la situation des enfants au Mali, ce serait quoi? Ce serait essentiellement, premièrement, la scolarisation des enfants. Si vous regardez actuellement les taux de scolarisation, ils sont assez élevés, mais la qualité de l'éducation est un peu problématique. Un enfant sur 10, par exemple, ne peut pas lire et comprendre un texte simple quand il a 10 ans. Donc, vous prenez un enfant sur 10 qui a 10 ans, il ne peut pas lire et comprendre une histoire très simple. Cela veut dire que la qualité de l'éducation devra vraiment être améliorée. Pour la vaccination, nous sommes à des taux qui ne sont pas ce que ça devrait être. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs enfants qui n'ont jamais été vaccinés ou bien qui ne sont pas vaccinés par tous les antigènes à leur âge. Donc là aussi, c'est un grand problème. En termes de protection des enfants, le problème, un des grands problèmes l'UNICEF a un souci sur ça, c'est le mariage des enfants à un âge très jeune. Et ici,
En partie, c'est dû à la législation, parce que l'âge légal au mariage au Mali pour les filles est de 16 ans. Donc, si tu maries quelqu'un à 16 ans, c'est vraiment un enfant. 16 ans pour les filles, mais 18 ans pour les garçons. Voilà quelques domaines où le progrès est lent et devra être vraiment accéléré. Alors, est-ce qu'il y a certains indicateurs par rapport auxquels vous appréciez qui sont impactés négativement par la situation de crise que nous traversons? Ah ouais. Et là, je vais commencer encore par l'éducation. Actuellement, si vous allez au nord et au centre, il y a à peu près 1800 écoles qui sont fermées, qui sont non fonctionnelles. C'est à peu près un demi-million d'enfants et 10 000 enseignants qui sont impactés. Donc vous voyez que ça augmente encore le nombre d'enfants en dehors de l'école dans les zones d'insécurité. Dans les zones d'insécurité aussi, il y a des attaques sur les écoles, il y a aussi des attaques sur les centres de santé. Et ça, c'est vraiment les attaques par les groupes armés et cela, c'est contre le droit international humanitaire. En termes de protection, l'UNICEF travaille beaucoup pour s'assurer que les groupes armés n'enrôlent pas les enfants. Et là, on a eu quand même quelques succès en libérant beaucoup d'enfants et en les intégrant dans les écoles. Alors, j'allais justement vous demander comment est-ce que vous agissez par rapport à ces situations qui impactent la situation des enfants en période de crise. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les leviers dont vous disposez? Premièrement, nous supportons le ministère de l'Éducation pour la réouverture des écoles. Ça, c'est une grande activité qui est difficile aussi. Et nous aidons aussi avec l'apprentissage alternatif. C'est-à-dire, quand les écoles sont fermées, nous essayons d'ouvrir des espaces d'apprentissage pour les enfants qui ne peuvent pas aller à ces écoles-là. Nous supportons aussi le ministère de l'Éducation à recruter des enseignants qui viennent des zones d'insécurité, des enseignants qui viennent de ces zones-là. Des fois, ces enseignants, bien sûr, ne sont pas formés avec la rigueur qu'on voudrait, mais c'est mieux que rien. C'est des enseignants communautaires. Voilà quelques activités sur lesquelles on travaille beaucoup avec le ministère de l'Éducation nationale dans les zones d'insécurité. D'accord, mais quand vous parlez par exemple d'ouvrir des espaces d'apprentissage, ça ressemble un peu à quoi? Les espaces d'apprentissage alternatifs, c'est par exemple des tentes que l'UNICEF fournit et des enseignants communautaires. Ça, c'est alternatif aux structures formelles avec des enseignants qui sont très bien formés. Monsieur le représentant, nous sommes un peu à la veille de la rentrée scolaire, quand même reportée à cause d'un hivernage très pluvieux cette année, des inondations, des résultats des inondations donc qui ont touché les écoles et des écoles aussi qui accueillent aujourd'hui des sinistrés. Quel est le regard que vous portez sur cette situation au niveau de l'UNICEF? Effectivement, la rentrée scolaire au Mali a été reportée du 1er octobre au 4 novembre. Et pour des raisons, pour de bonnes raisons, liées aux inondations et puis au fait que plusieurs écoles, aux environs de 600 écoles, qui ont été affectées par les inondations. Je voudrais, si vous me le permettez, avant de répondre à votre question, m'incliner sur les pertes humaines, y compris des enseignants, des élèves et puis des hommes et des femmes, les pertes humaines dues à la crise multidimensionnelle dans le pays, surtout au nord et au centre. Je voudrais vraiment présenter mes condoléances au gouvernement et puis à toutes les familles qui ont été affectées. La rentrée scolaire, c'est 4 millions d'enfants qui prennent le chemin de l'école. Ça, c'est extrêmement important. Dans le préscolaire, c'est à peu près 160 000. Au fondamental 1, à peu près 3 millions. Et au fondamental 2, à peu près 800 000 enfants.
C'est une activité importante. L'UNICEF, chaque année, travaille avec le ministère de l'Éducation pour que ça se passe bien. Et en termes d'enseignants, c'est aussi un grand nombre d'enseignants à mobiliser. Le préscolaire, c'est 8000 à peu près. Au fondamental 1, à peu près 80 000 enseignants. Et au fondamental 2, à peu près 58 000 enseignants. Donc vous voyez que la machine, pour vraiment enseigner ces enfants-là est une machine un peu lourde. Donc nous travaillons avec le gouvernement, avec le ministère de l'Éducation sur la rentrée scolaire. Et je voudrais vraiment féliciter le ministre de l'Éducation nationale, M. Amadou Sy Savané, qui est très, 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 très impliqué dans la bonne marche de l'éducation des enfants. Mais bien sûr, il y a des défis. La scolarisation des enfants pose toujours des défis. D'accord. Avant d'en arriver aux défis, en termes de dispositions concrètes pour une bonne rentrée, en fait, qu'est-ce que vous faites avec le gouvernement malien? Ce que nous faisons avec le gouvernement, c'est d'abord le support technique et financier. Ensuite, nous fournissons aussi de l'assistance technique pour la mise en œuvre du programme décennal de développement de l'éducation, ce qu'on appelle le PRODEC 2. Nous supportons aussi la coordination, parce que ça nécessite une grande coordination au niveau national. Nous avons aussi travaillé avec le gouvernement sur même le plan de travail annuel, y compris la rentrée scolaire. Donc ça, c'est des axes très importants sur lesquels nous travaillons avec le gouvernement. Je ne voudrais pas m'attarder sur la provision de kits scolaires, supporter aussi la réhabilitation de certaines salles de classe, la fourniture de tableaux avant la rentrée scolaire. Mais il y a un grand volet d'information, d'engagement communautaire et de plaidoyer. Parce que la rentrée scolaire, c'est le moment aussi de convaincre les ménages, les familles, surtout en milieu rural, qu'ils inscrivent leurs enfants à l'école, surtout les filles. Et vous faites ce plaidoyer? Nous supportons le ministère pour faire le plaidoyer en utilisant plusieurs canaux, les comités de gestion des écoles par exemple. On a aussi un groupe d'à peu près 2500 jeunes champions qui font le plaidoyer auprès de leur communauté pour convaincre les familles d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc c'est un plaidoyer qu'on supporte à peu près. Oui. D'accord, et le message, puisque vous avez l'occasion d'être là, de leur parler directement, le message du représentant de l'UNICEF par rapport à ça, c'est quoi? Mon message, c'est essentiellement que l'éducation, c'est un droit fondamental pour l'enfant. Donc tout le monde doit s'y mettre, les parents d'élèves, les enseignants, et puis les fonctionnaires du ministère de l'Éducation, les communautés même aussi, mais aussi les partenaires techniques et financiers. Donc c'est vraiment un droit fondamental qu'on doit supporter, dont on doit supporter la réalisation. D'accord, on va parler peut-être un peu du rôle de tous ces acteurs que vous avez évoqués tout à l'heure, mais vous aviez commencé à me parler de défis. Parlons-en. Le premier défi, c'est l'insécurité dont on a parlé tantôt, surtout dans les régions du nord et du centre. Il y a des défis aussi d'ordre culturel. Les familles dans certaines parties du pays qui ne sont pas très convaincues d'envoyer leurs enfants à l'école et qui préfèrent des fois marier leurs filles à un jeune âge que de les laisser rester à l'école. Ça, c'est un grand obstacle. Le troisième obstacle, c'est la pauvreté des ménages. Bien sûr, l'éducation dans le primaire
est universel et gratuit, mais il n'y a jamais de l'éducation gratuite. Il faut acheter les vêtements, il faut acheter quelques fournitures. Donc ça, c'est la pauvreté des ménages est une contrainte aussi. Dans certaines parties du territoire national aussi, la distance entre là où habitent les enfants et l'école la plus proche peut poser problème. Donc c'est quelques facteurs qui posent défi, sans compter maintenant le changement climatique avec les inondations et puis l'effondrement de certaines écoles, l'occupation de certaines écoles par les sinistrés. Ça aussi, c'est une urgence qui vient encore amplifier les défis dont je viens de parler. On a donc compris que les défis sont nombreux, monsieur le représentant, mais comment est-ce que vous évaluez, de votre point de vue, les efforts du gouvernement malien pour garantir l'éducation à tous les enfants? J'ai travaillé dans plusieurs pays, mais je dois dire que quand je suis venu ici, j'ai été impressionné par le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale a un programme décennal de développement de l'éducation, le PRODEC 2. Le ministère de l'Éducation nationale collabore avec nous pour lever des fonds très importants. Actuellement, le ministère a levé 75 millions de dollars du partenariat mondial de l'éducation et 22 millions de dollars de ECW, Education Cannot Wait. Ça, c'est des sommes importantes. Le ministère aussi coordonne les appuis des partenaires parce que nous sommes nombreux et sans coordination, chacun va aller dans sa direction et ça ne va pas bénéficier les enfants de ce pays. Donc il y a une coordination, il y a ce qu'on appelle un groupe de dialogue sur l'éducation et la formation professionnelle qui fait de telle sorte qu'il y a convergence et puis on évite les doublons aussi. Et cette coordination, vraiment, c'est quelque chose que le ministère fait très bien. Au sortir aussi des États généraux de l'éducation, le ministère a identifié les priorités sur lesquelles les partenaires techniques et financiers doivent travailler avec lui. Et la question enseignante a été choisie comme le maillon central sur lequel on devrait investir. Et cela s'explique aussi par le fait que la qualité de l'éducation au Mali est à la baisse. Et ce n'est pas seulement le Mali, dans presque tous les pays de la région, la qualité de l'éducation périclite depuis un certain bon nombre d'années. Donc ça aussi, ce qu'on appelle le pacte de partenariat autour de la question enseignante, ça a été développé par le ministère et les partenaires techniques et financiers sont en train de travailler sur ça. D'accord, dans le gouvernement qui fait aussi des réformes, mais il y a cette question des investissements. Vous avez parlé des partenaires, mais il y a cette question des investissements qui est là. Vous avez parlé tout à l'heure de distance souvent par rapport entre les villages et l'école la plus proche. La question des investissements, comment la résoudre? Comment vous l'appréhendez ensemble avec le gouvernement? Oui, il y a un certain minimum, je crois que c'est 20% du budget national, ou 15%, je ne me rappelle plus, mais il y a un minimum d'investissement du budget national qui doit être fait pour le secteur de l'éducation. Ce n'est pas encore atteint par le Mali et plusieurs pays de la région aussi n'ont pas encore atteint ça. Mais il y a des efforts, quand vous regardez les allocations annuelles, il y a des efforts pour à chaque année, augmenter un peu les allocations. Et aussi lever des fonds au niveau international pour augmenter les investissements dans le domaine. Maintenant, les investissements à l'état actuel, ce n'est pas vraiment au niveau voulu. Il suffit d'aller en milieu rural. Je visite beaucoup le milieu rural du Mali pour voir que les enfants étudient dans des conditions un peu difficiles. Et je crois que l'environnement même de l'apprentissage, des fois, influe sur la qualité des enseignants.
des enseignements. Dans des écoles où il n'y a pas de latrine, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de cantine scolaire, croyez-moi, la performance des élèves, il y a une grande influence négative sur la performance des élèves, même si les enseignants sont là et sont dévoués à enseigner ces enfants-là. En la matière, comment est-ce que vous évaluez le chemin qui reste à parcourir? Vous dites, on a du chemin. Oui. On a du chemin. Cette année, c'est l'année africaine de l'éducation qui a été décrétée par l'Union africaine. Je crois que c'est parce que l'Union africaine a réalisé que l'éducation, qui est le meilleur investissement qu'on peut faire sur l'être humain, tend à être à la laisse, vraiment à être... les investissements ne sont pas ce qu'il faut être et l'éducation est en train de péricliter en termes de qualité. Donc c'est là vraiment le chemin à parcourir est encore loin quand il s'agit de la qualité de l'enseignement. Un autre chemin aussi qu'on doit parcourir et qu'on n'a presque pas entamé, c'est éduquer les enfants pour les métiers du XXIe siècle. On éduque toujours nos enfants avec des curriculums vieux de 30 ans, 40 ans. Avec ça, vous ne pouvez pas quand même espérer que ces enfants vont, après avoir pris ces enseignements-là, être prêts pour le XXIe siècle. Je crois que ça, c'est vraiment le chemin qui reste encore à parcourir. Il faut que l'éducation s'adapte aux défis du moment avec les moyens du moment. Absolument. Il faut aussi qu'on reformate nos enseignants. Il faut qu'on les reforme pour qu'ils puissent former les élèves dans la direction voulue. Parce qu'ils ne peuvent pas enseigner ce qui n'est pas dans le curriculum. Donc, dans la plupart des pays, il y a une réforme des curriculums pour les formater dans la bonne direction. D'accord. On sait, monsieur le représentant, que l'éducation des filles, par exemple, demeure une préoccupation constante à votre niveau. Quel est, selon vous, le défi en la matière aujourd'hui et comment est-ce que vous évaluez surtout le chemin parcouru en la matière au Mali? Ouais. Je vais commencer par le côté positif. Je suis allé dans plusieurs écoles en milieu rural. Des fois, dans les classes, il y a plus de filles que de garçons. Et je suis allé même dans une classe de terminale scientifique où il y avait plus de filles que de garçons. Et les premières de l'examen au bac, je crois que cette année, ce sont des filles, n'est-ce pas? C'est des filles qui ont été primées meilleures au DEF et puis au baccalauréat. Donc, il y a vraiment une progression dans ce domaine-là. Là où il y a des défis, c'est les filles qui ne peuvent pas rester à l'école parce qu'ils sont mariés à un âge très jeune. Ça, c'est vraiment un grand défi, surtout en milieu rural. Souvent, les filles abandonnent parce que les parents les marient à un âge très jeune. C'est un défi qu'on ne peut pas relever sans aussi la législation nécessaire. Parce que je disais tantôt que l'âge de mariage des filles est de 16 ans alors que celui des garçons est de 18 ans. Je crois que ça, c'est un grand défi pour les filles. Il y a aussi l'hypothèse qui gangrène souvent le système éducatif où on a tendance à juste orienter les filles vers les séries littéraires parce qu'on a un préjugé qui n'est pas fondé. Récemment, lors de la journée de la fille, je dois dire que pour répondre à votre question sur ce que font les autorités du pays, lors de la journée de la fille, je crois on a suivi avec intérêt le discours du Premier ministre qui a démontré l'engagement au plus haut niveau du gouvernement pour
encourager les filles, surtout dans les filières scientifiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui booste l'éducation des filles. Alors, s'il y a des efforts à faire maintenant en matière d'éducation des filles, sur quoi est-ce qu'il faut mettre l'accent selon vous? Sur la sensibilisation toujours? Oui, il faut faire de la sensibilisation pour que dans les communautés, les parents inscrivent les filles au même titre que les garçons. Il faut faire du plaidoyer auprès du gouvernement pour que l'âge légal au mariage des filles soit relevé à 18 ans, comme pour les garçons. Il faut aussi investir dans la fonction enseignante pour qu'on ait plus de femmes enseignantes. Parce que vous voyez, quand les femmes enseignent les filles, c'est mieux que quand les hommes enseignent les filles. Et je crois aussi qu'il faut un système de motivation pour que les filles s'orientent plus dans les domaines scientifiques. Ça, c'est des actions qui ne sont pas très coûteuses, qui peuvent être entreprises pour encourager l'éducation des filles. D'accord, et vous nous aviez parlé un peu précédemment, disons, du rôle de chacun des acteurs, parents, enseignants, partenaires. Qu'est-ce que vous attendez de chacun d'eux en cette veille de rentrée? En cette veille de la rentrée scolaire, je voudrais encore répéter que l'éducation est un droit fondamental et qui doit être supporté. Les enseignants doivent être à leur poste au moment venu, le 4 novembre, et doivent être prêts et dévoués à la cause noble enseignante. Les parents d'élèves doivent inscrire tous les enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Et les partenaires techniques et financiers doivent continuer de supporter et de collaborer avec le ministère de l'Éducation nationale en fournissant aussi le support financier nécessaire au système éducatif. À l'aune de votre dernier rapport sur la situation des enfants au Mali et des réalités du terrain, comment est-ce que vous évaluez, quelle perspective est-ce que vous voyez pour le droit des enfants au Mali, non seulement en termes d'éducation, mais sur les autres droits fondamentaux aussi? Oui, ça c'est une excellente question. Cette année, le Mali a présenté son rapport au comité de la Convention des droits de l'enfant à Genève. Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille était présente. Et une très bonne présentation. Et là, il y a eu 134 recommandations. Si c'était 12 ou 10 recommandations, on allait dire que les droits de l'enfant au Mali, le chemin n'est pas tellement long. Mais avec 134 recommandations du comité, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je sais que le travail a déjà commencé. Cette semaine, il y avait un grand événement par le ministère de la Justice focalisé sur la justice pour enfants. Et je sais aussi que le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille est en train d'examiner les 134 recommandations et de voir comment constituer un comité interministériel qui va examiner les 134 recommandations et développer un plan d'action. D'une façon générale, que ce soit les droits à l'éducation, à la santé ou les droits à la survie, les droits de protection aussi, à mon avis, le Mali est en bonne posture, mais il y a des domaines qui ont été mentionnés dans ces 134 recommandations où il faudra vraiment encore travailler, que ce soit sur les données, que ce soit sur la violence contre les enfants à l'école. Et ça, c'est des domaines où le gouvernement est très engagé au niveau international. Même si vous prenez
la violence contre les enfants. Je crois que c'est cette année qu'il y aura la très grande conférence internationale contre la violence sur les enfants. Et le gouvernement sera présent, sera très bien représenté. Et l'UNICEF Mali, dans un avenir très proche, dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, compte mettre l'accent sur quoi particulièrement? Nous allons toujours continuer à mettre l'accent sur la scolarisation des enfants, la santé des enfants et la protection des enfants. Ça, c'est les domaines traditionnels sur lesquels on travaille. Mais actuellement, nous avons mis l'accent sur la scolarisation des enfants avec le ministère de l'Éducation nationale au cours de la question enseignante. Nous allons aussi mettre l'accent sur la vaccination avec le ministère de la Santé et les partenaires tels que Gavi, la Fondation Gate. Et sur le domaine de la protection des enfants proprement dite, nous allons travailler avec le ministère de la promotion de l'enfant, de la femme, de l'enfant et de la famille pour les supporter sur comment ils veulent travailler pour répondre aux 134 recommandations du comité de la Convention des droits de l'enfant. Parce que c'est un accompagnement qu'on fait toujours, c'est le gouvernement qui dit ce qu'il veut faire et nous, on voit si le domaine où on peut être utile. Je crois que c'est comme ça qu'on travaille avec le gouvernement. D'accord, nous souhaitons bon vent, monsieur le représentant. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.